Bonjour tout le monde et bienvenue au Open Webinar sur le sujet le burnout, les facteurs de risque dans le monde actuel. Donc tout d'abord merci beaucoup à tout le monde de participer et merci à Isabella Alder qui va s'occuper de manager la présentation. Donc, petite information en amont, il y aura la possibilité de noter de faire certaines affirmations dans le chat. Isabella vous donnera l'information au moment nécessaire. Et prenez bien en considération que pour des raisons de sécurité de données, vous ne verrez pas les messages des autres participants dans le chat, seulement les vôtres. Et nous les lirons à voix haute en temps voulu. Donc voilà, sans plus attendre, merci Isabella, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du thème du burn-out. C'est un thème sur lequel on entend pas mal parler dans notre société. Et aujourd'hui, on en parle dans le but un peu de sensibiliser. On veut pas représenter l'expérience de tout le monde, mais on veut donner des pistes de réflexion communes. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pendant longtemps, le débat autour du burn-out s'est fortement concentré sur l'individu. On a pas mal entendu des phrases telles que gère mieux ton stress, prends mieux soin de toi, sois plus résilient. Et bien que ces choses soient importantes, elles ne correspondent pas toujours à la réalité de ce que les gens vivent réellement. Parce que si le burn-out était si simple, il sera beaucoup plus facile d'y remédier. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous adoptons une approche légèrement différente. Nous n'allons pas forcément commencer tout de suite par donner des conseils. Nous allons prendre un peu de recul ensemble, juste assez pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici réellement. Et l'objectif d'aujourd'hui est simple, entre guillemets, c'est quand même mon défi, mais c'est le fait de donner quelque chose de pratique, quelque chose qui est fondé aussi sur des preuves scientifiques et quelque chose que vous pouvez réellement appliquer dans des situations réelles de tous les jours. Et au lieu de se demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, nous allons poser des questions différentes dans l'espoir qu'elles soient plus utiles. Donc, normalement, elles sont plus utiles et sont des questions qui sont souvent négligées. Et c'est là voilà, l'idée de sensibiliser. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Là, avant d'arriver là, j'aimerais plutôt vous poser des questions euh, qui devraient être un peu plus familières. On va pas commencer par la théorie, mais on va commencer plutôt par un sentiment. Et là, c'est un exercice classique, mais c'est vraiment dans le but un peu de s'immerger dans le thème. Et je vous invite au coup de réfléchir un peu par rapport à vous, à comment vous vous sentez quand vous entendez le mot de burn-out. Qu'est-ce que ça vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce mot? Vous pouvez partager aussi ça dans le chat, comme ça Stéphane pourrait peut-être le partager avec tout le monde. Et là, je vous donne quelques pistes, quelques mots qui pourraient venir à l'esprit. Et là, c'est des notions très classiques. On peut penser à une personne voilà, qui attend ses limites, une personne qui ne peut plus, qui n'arrive plus à travailler, qui a dû se retirer complètement, des notions telles que l'épuisement, l'effondrement, la démotivation. Et cette image n'est pas fausse. C'est souvent des mots qui sont associés à cette situation, à cette condition, mais c'est pas non plus toute l'image. Car pour beaucoup des gens, en particulier pour les personnes très engagées, des personnes très performantes, le burn-out ne ressemble pas du tout à ça. C'est simplement un fonctionnement normal. Cela ressemble à quelqu'un qui se rend au travail tous les jours, qui respecte les délais, qui répond aux messages, qui est tout le temps fiable, qui est tout le temps disponible, mais qu'en même temps a le sentiment que quelque chose a changé en lui. Et c'est là les différences. C'est plutôt une expérience interne. Il y a moins d'énergie, moins de patience, moins de clarté, moins de ce sentiment, je maîtrise la situation. Je ne sais pas, Stéphane, s'il y a des choses que tu souhaites partager ou je continue.
Oui, non, petite seconde, merci Isabella. Donc, merci pour toutes vos réponses. Je vais en lire quelques-unes. Donc, épuisement, vide, pas d'envie, dépassement, la fatigue mentale, l'épuisement total général, le surménage, Oui, la fatigue, le manque d'envie, le sentiment de craquer, de oui, découragement, l'épuisement sournois. oui, L'isolement également, ou bien la fatigue profonde et perte d'intérêt pour tout, y compris des choses agréables comme les loisirs. oui, oui. Et là, nous voyons que c'est clairement, c'est des sentiments qui vous amenez plutôt des états d'esprit et en même temps aussi des comportements. Parce que en étant dans cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on peut ensuite remarquer? Là, vous avez mentionné par exemple l'isolement, le fait de se retirer socialement. Et là, je vais continuer avec l'exercice un peu de réflexion autour de nos expériences. Et là, je vous invite plutôt à penser au moment où votre travail, du coup, ça doit être spécifique au travail, vous a donné plutôt de la force. Pas un moment facile, pas un moment parfait, mais un moment inspirant. Ça vous a donné quelque chose. C'était de la force, de l'inspiration, de l'énergie, des ressources. Qu'est-ce que ça vous vient à l'esprit? Et là, ce qui est important quand on fait ce genre de réflexion, c'est, voilà, remarquer comment on se sent et en même temps remarquer quelle en était la raison. Qu'est-ce qui a fait que le moment a été autant inspirant? Qu'est-ce qui a fait qu'au moment nous a ressourcés en termes d'énergie? Est-ce que c'était plutôt les gens avec qui nous avons travaillé? Est-ce que c'était plutôt un ressenti par rapport à la tâche? Du coup, un profond sentiment d'utilité par rapport à ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'était plutôt le fait d'avoir reçu auquel qu'on nous a confié de la confiance, de la liberté nécessaire pour mettre en place certains stages, certaines idées, certains projets, en pensant par exemple à nos responsables, au management, et voilà. Et là, nous voyons que c'est plutôt une dynamique. C'est toujours un lien avec notre environnement, ce qui fait que nous ressentons certaines choses. Et là, on fait l'exercice inverse. Là, je vous invite à penser plutôt en situation qui vous a épuisé. C'est en situation où vous êtes senti complètement épuisé, démuni, et là, il n'y a pas de la force, il n'y a pas de l'énergie. Et là, à nouveau, on peut réfléchir un moment et réfléchir à ce qui a fait que la situation était si complexe. Qu'est-ce qui nous a manqué dans la situation? Est-ce que c'était plutôt le fait de n'avoir pas reçu de soutien? Est-ce que c'était soudainement une augmentation de notre charge de travail sans forcément avoir un soutien supplémentaire? Est-ce que vous êtes senti peut-être isolé de votre équipe ou bien, voilà, le manque de clarté, vous êtes confronté à des directives qui changent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre d'exercice? C'est pour vous montrer que et ça, c'est le point crucial. Souvent, il s'agit du même poste, les mêmes tâches, parfois même la même équipe. On est avec les mêmes personnes, mais il y a une expérience interne qui change et qui est tout à fait différente. Qu'est-ce qui a donc changé? Qu'est-ce qui fait que ces expériences peuvent être différentes? Ce que nous constatons souvent, c'est pas que c'est un manque d'engagement de la part de l'individu, mais c'est plutôt un manque de ajustement et d'harmonisation. Ce qu'on veut dire par ça, c'est un fossé entre ce qu'exige le travail et ce dont nous disposons pour répondre à ces exigences. Ou dit d'une autre façon, décalage entre pression et repos, entre engagement et reconnaissance, entre responsabilité et soutien de l'autre côté. Et lorsque ce décalage persiste sur une longue période, c'est là que le burn-out commence à s'installer. Et pas du jour au lendemain, pas de manière dramatique, mais de manière plutôt progressive. Et c'est avec cette approche-là on va amener la présentation d'aujourd'hui. On va pas se poser la question qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Nous allons plutôt poser une question plus systémique, je dirais, bon, plus utile, où se situe le décalage? Et plus importante encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu une marge de manœuvre, avoir du pouvoir pour y remédier? Chacun de notre côté et tous ensemble. Ça ne nous concerne pas seulement de manière individuelle, mais c'est toujours en lien avec le collectif, avec notre environnement.
Et du coup, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, un peu combler cette lacune. Et c'est voilà, de nous aider à nous-mêmes, mais aussi au niveau de l'organisation dans laquelle on travaille, à mieux comprendre le burn-out en tant qu'expérience commune et systémique. Nous souhaitons du coup explorer des moyens concrets pour créer des modes de travail et de vie plus durables. Du coup, il y a vraiment la notion de soutenable au cours du temps. Et là, pourquoi? Parce que on est dans un monde aux exigences infinies et au temps limité. Et du coup, la compétence professionnelle la plus précieuse que nous pouvons développer est justement la capacité à piloter notre propre système d'exploitation interne dans cet environnement-là. Et voici comment on va procéder aujourd'hui. On va tout d'abord examiner de plus près ce que c'est réellement le burn-out, du coup plutôt les définitions. Ensuite, nous allons examiner les facteurs de stress, les domaines clés ou de déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée qui peuvent apparaître et également montrer un peu comment notre environnement de travail peut jouer un rôle et amplifier naturellement ces risques de burn-out. Et enfin, nous passerons à l'action. Du coup, prendre du temps pour réfléchir aux stratégies personnelles et liées à l'environnement dans lequel on fait partie. Et là, c'est très personnel. Du coup, après, vous pouvez donner du sens à ce genre de conseils et voir comment les mettre en place dans la vie, dans votre expérience personnelle au travail. Et j'espère du coup que vous allez répartir aujourd'hui avec des outils ou des pistes de réflexion qui peuvent vous être utiles au niveau de votre bien-être général. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de donner priorité à nous-mêmes et à notre bien-être. Et là aussi, de le faire de manière collective, du coup, de le faire ensemble aujourd'hui au travers le webinaire, c'est aussi d'acquérir un langage commun qu'on peut utiliser ensemble et pour mieux comprendre et du coup développer aussi un environnement de travail plus sain et plus solidaire. Car en fin de compte, il ne s'agit pas de me faire plus, mais de faire l'essentiel et de manière plus soutenable, plus durable. Du coup, là, on commence un peu avec les définitions. Qu'est-ce qu'on veut dire par burn-out et ce qu'on ressent réellement lorsqu'on est à bout? Christina Marslach est la créatrice du Marslach Burnout Inventory et c'est un outil largement utilisé pour mesurer le travail, le burn-out au travail. Et il décrit le travail, le burn-out comme un état de stress chronique lié au travail, caractérisé par trois dimensions. Il y a la première que c'est le premier signal d'alerte, c'est justement l'épuisement, c'est-à-dire que nous sommes fatigués émotionnellement, mentalement et ou physiquement. Et tout cela me dépasse. J'ai envie de pleurer. Je ne peux plus. Et ce n'est pas seulement de la fatigue ordinaire après une semaine épuisante, c'est plutôt le genre de fatigue qui donne l'impression de s'être propagé à tout. C'est le corps, c'est les sentiments, c'est la pensée, c'est notre capacité à être présent et être avec les autres. Peut-être nous travaillons encore, mais tout demande plus d'énergie. Sur le plan émotionnel, on est peut-être dépassé en larmes, irritable, étrangement apathique. Là, chacun d'entre nous peut réagir de manière différente. Sur le plan cognitif, nous remarquons que le cerveau fonctionne plus lentement. Et, et là, par exemple, on peut relire même phrase 1000 fois. Nous faisons face à une tâche et nous n'arrivons pas simplement à, à se focaliser, à mettre en place quelque chose. Et physiquement, notre corps nous semble peut-être plus tendu, lourd, surexcité, épuisé, comme s'il ne comprenait pas et il comprenait pas forcément qu'il a le droit de se connecter. Du coup, on est hyper vigilant, on est toujours là. Et la conclusion, là, et la question qu'on peut se poser, c'est, pour devenir plus consciente, justement, c'est à quel moment est-ce que je remarque que mon énergie, mon état d'énergie ne regère plus comme avant. Et le deuxième signe et signal d'alarme, d'alerte, c'est la dépersonnalisation, ou ce qu'on appelle aussi cynisme. Et c'est-à-dire, c'est plutôt un ressenti, c'est un état d'apathie dans lequel nous avons le sentiment que notre contribution ou la raison d'être de notre entreprise n'ont aucune importance. Et cela peut être, voilà, difficile à admettre, surtout pour les gens et les personnes très engagées.
et qui tient à cœur leur travail. Et cela pourrait rassembler plutôt à des phrases, des sentiments, des ressentis tels que j'ai tout simplement plus l'énergie de m'en occuper. Je fais juste ce que j'ai à faire et je passe la journée. Du coup, on perd un peu la connexion avec notre travail. Et ce n'est pas, voilà, le fait de être devenu soudainement quelqu'un de indifférent ou négatif. Souvent, c'est une stratégie de protection. Du coup, c'est plutôt notre esprit qui tente de préserver la peu d'énergie qui reste. Du coup, on a trop dépensé, on a trop donné, et là, on est plutôt en modalité de, voilà, de protection. Et là, pourquoi est-ce que c'est difficile, surtout pour les personnes qui sont très engagées, c'est parce qu'elles se reconnaissent pas. Du coup, ils ont affaire avec une version de soi-même qui diffère, qui est différente. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est justement à quel moment est-ce que je commence à me retirer émotionnellement? Non, non parce que je m'en fiche, mais parce que prendre soin des autres me semble trop coûteux. Et puis, il y a la troisième. La troisième dimension et indicateur, c'est un sentiment de, voilà, diminution du sentiment d'efficacité professionnelle, ce qui signifie que nous croyons pas pouvoir produire l'effet souhaité au travail. Nous doutons de nos capacités et nous nous demandons en fait pourquoi nous faisons ce genre de travail. Il y a une sorte de déconnexion avec le travail et le fait de voir le travail comme quelque chose d'utile, à travers lequel on peut avoir un impact. Et du coup, là, c'est le sentiment d'impuissance, je ne peux plus rien faire. Et là, voilà, réfléchissons aussi à notre environnement de travail, les objectifs changent constamment, et avec le temps, nous pouvons commencer à remettre en question nos propres capacités. Est-ce que je suis encore douée pour ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à maîtriser la situation? Est-ce que je fais réellement, est-ce que j'ai vraiment un impact ou pas? Et là, on voit un peu le lien entre ce ressenti et le fait vraiment d'impacter la confiance en nous, en nous-mêmes. Et là, du coup, ça touche la confiance en nous et notre sentiment d'utilité, au final aussi notre identité professionnelle. C'est aussi pour ça que c'est spécifique aussi au domaine professionnel. Et c'est là où réside la différence importante. On est tous fatigués, on a tous des moments de frustration, nous avons tous des semaines qui sont plus difficiles des autres où nous doutons de nous-mêmes et de nos capacités. Mais le burn-out est différent car ces expériences et sous-reposent, perdurent et s'accumulent au fil du temps. Le stress se ressent généralement comme une surcharge. Il y a le sentiment d'urgence, il y a une activation, une pression, mais lorsque la pression s'atténue, la récupération est encore possible. Et c'est là où il y a la différence. Le burn-out, il n'y a pas cette possibilité. Le stress n'est pas complètement évacué. L'épuisement remplace la surcharge. Le vide peut remplacer l'urgence. J'ai besoin d'une pause déviant, même quand je me repose, je ne me sens pas reposée. C'est pourquoi la réponse ne peut pas être, on ne peut pas se résumer par fais une pause ou prends soin de toi. Et là, bien sûr, c'est souvent des conseils bien intentionnés et qui peuvent aider peut-être à tenir le coup, mais ils ne s'attaquent pas toujours à la cause profonde de notre épuisement. Et du coup, là aussi, pour vous inviter un peu à la réflexion, j'aimerais que vous gardiez un peu à l'esprit ces trois signaux d'alerte et ces trois questions qu'on peut se poser. Où est-ce que je perds mon énergie? Où est-ce que je perds le fil? Et où est-ce que je perds le sentiment de pouvoir faire la différence? Pas comme un jugement, mais plutôt comme des indicateurs, des informations, et pour reconnaître que peut-être la situation dans laquelle on est a un impact sur notre état d'esprit. Et on se dit pas je suis dans ces trois phases. Normalement, c'est plutôt une pensée directe où on voit qu'il y a quelque chose qui a changé, qui ne va pas et quelque chose ne me rassemble plus. Et c'est justement pour ça, cette section, c'est pour, on va pas se diagnostiquer nous-mêmes. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de peut-être reconnaître les signaux d'alerte. Comment est-ce que on définit le burn-out du coup? La plupart d'entre nous a déjà dit, c'est déjà ressenti épuisé. On a tous dit je suis épuisé, mais dans le langage courant, nous utilisons voilà cette définition un peu pour tout. Quand on parle de burn-out, c'est vraiment une définition qui a été donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
Et c'est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Et là, nous voyons qu'il y a trois mots-clés. Il y a le mot chronique. Il ne s'agit pas d'une mauvaise journée ou d'une semaine difficile. C'est quelque chose qui s'installe progressivement au fil du temps, souvent à l'insu de la personne. Il y a le lieu de travail. Du coup, c'est défini par rapport à notre travail, le rôle, l'environnement, les exigences qui nous sont imposées. Cela ne signifie pas que le reste de la vie disparaît, parce que nous savons très bien que ce qu'on vit en dehors du travail peut impacter notre niveau d'énergie, notre état d'esprit, notre bien-être. Pensons par exemple à ceux qui ont des responsabilités familiales, des pressions financières, des problématiques de santé. Du coup, c'est normal et c'est tout à fait logique que les deux choses soient connectées entre eux. Mais voilà, le mal-être du burn-out est en tout cas en lien vraiment avec et en termes de travail. Et le troisième point, c'est l'incapacité à faire face. Il ne s'agit pas d'ici du manque d'engagement, manque de compétences de la part de l'individu, ça doit être très très clair. Il s'agit, et du coup, de ne pas faire l'effort, mais il s'agit d'une situation dans laquelle les exigences qui vous sont imposées rendent difficile de récupérer, de se ressourcer ou de réagir de manière durable. Du coup, en résumant tout cela, on peut considérer le burn-out de manière très simple, entre guillemets, survient lorsque les exigences dépassent constamment les ressources sur une longue période au travail. Lorsque l'énergie est constamment consommée et du coup le repos, le soutien, la clarté ou la régénération ne revient pas dans la même mesure. Il y a un décalage. Et du coup, c'est là que le mot épuisement professionnel prend pied. Euh, il s'agit donc d'un déséquilibre progressif, souvent si subtil qu'on ne le remarque pas tout de suite, jusqu'au jour où on se rend compte que des choses qui semblaient gérables auparavant ne le sont plus. Et ce que nous décrivons ici, n'est donc pas un échec personnel, c'est plutôt ce qu'on va appeler tout au long de la présentation un schéma. Et le schéma dans lequel l'effort et la performance restent élevés, euh, et un système qui ne favorise pas la récupération. Le sens et la durabilité, du coup, commencent à prendre du retard. Et lorsque ce schéma se poursuit, il se manifeste de manière très humaine. Du coup, nous remarquons que l'énergie n'est plus là. Elle s'épuise plus vite. Votre patience n'est plus là. Et là, un sentiment de distance peut s'installe par rapport à notre travail, aux autres et parfois même à nous-mêmes. On se reconnaît pas. Et c'est tout à fait normal dans ce moment-là de se poser la question pourquoi est-ce que je n'arrive plus? Pourquoi est-ce que je lutte contre quelque chose que les autres semblent, pendant que les autres semblent aller bien? Et voilà, c'est des questions tout à fait légitimes. Et la recherche nous invite aussi à changer un peu de perspective, d'avoir aussi d'autres perspectives, non pas pour juger la personne, mais pour s'intéresser justement à ce chemin. Le burn-out n'est pas un diagnostic médical ni une maladie, c'est plutôt avoir comme un signal, une situation et une condition dysfonctionnelle et un signal qui nous indique que quelque chose s'est déséquilibré. Il y a un déséquilibre dans la relation entre les exigences auxquelles vous êtes confrontés et les ressources dont vous disposez. Et ce schéma se construit au fil du temps. Et du coup, la question qu'on va se poser pour la suite, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut reconnaître suffisamment tôt ces signes pour agir. Là, l'idée, c'est plutôt, on ne doit pas connaître le schéma et c'est, oui, ce modèle par cœur, mais c'est plutôt dans le but de vous montrer que le burn-out se déroule autour du temps. Quand on parle de chronique, c'est vraiment qu'il s'installe au fil du temps. C'est une évolution de notre situation. Et là, c'est plutôt pour dire qu'on peut remarquer certains signaux d'alerte. Là, je vous présente plutôt le modèle de Freudenbergen, qui a 12 phases. Et du coup, on voit comment les choses peuvent s'installer au fil du temps jusqu'on arrive à l'épuisement total. Euh, mais, mais voilà, peut-être l'expérience individuelle varie. On n'est pas tous pareils. Et là, c'est plutôt avoir une idée générale des phases qu'on peut traverser pour ensuite arriver à un épuisement total.
et parfois n'est pas linéaire. Du coup, on ne doit pas passer par phase 2, 3, 4, 5 dans cet ordre. Et c'est là où l'expérience est très, très individuelle. Mais on peut peut-être retrouver certains éléments et se reconnaître dans ces différentes phases. Et voilà. Là, c'est plutôt utilisé chez nous en Europe. Là, il y a un autre modèle d'Elvik and Brodsky. Que vous voyez, ça change un peu au niveau des phases, c'est un peu plus restreint. Mais ça explique peut-être une autre évolution pour au final arriver à un burn-out aussi chronique. Et là, c'est vraiment l'idée de montrer cette évolution. Et, euh, et là, c'est poser des questions. Est-ce que je me reconnais dans ces différentes phases? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle, d'autres pas, forcément? Et cela nous amène à un point déjà abordé. Du coup, si le burn-out s'est dérivé progressif vers un état d'épuisement, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui alimente réellement cette dérivée? Où se situe le déséquilibre? Et plus important encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour rétablir l'équilibre? Et si on réfléchit un peu au début de notre présentation, je vous avais demandé de penser un peu un moment où vous êtes senti vraiment motivé au travail et puis un moment où vous êtes senti complètement épuisé. Et là, on avait réfléchi autour du fait que qu'est-ce qui fait que l'expérience euh, comment dire, peut être plus facile pour nous ou plus compliqué de l'autre côté. Et ce qu'on peut observer souvent, c'est que même quand on pense à une situation où on a plein d'énergie, souvent, ce qu'on observe, c'est que pas que les personnes disent, bah, parce que l'entreprise est parfaite. C'est toujours un lien avec la relation, plutôt à ce que faire quelque chose nous amène à ressentir. C'est plutôt un lien plutôt aux tâches et à comment nous passons le temps au travail et avec qui. Et lié à certains sentiments qui peuvent se construire au fil du temps, comme le fait peut-être de avoir le sentiment de contribuer, d'avoir une certaine utilité. Et euh, et quand on parle de déséquilibre, normalement, c'est souvent parce que ces éléments-là qui alimentent un peu notre engagement au travail manquent, font défaut, ne sont pas là. Et c'est justement sur ça que on va discuter maintenant. Qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui peut alimenter cette dérivée? En psychologie du travail, il existe 6 domaines bien établis dans lesquels ce décalage apparaît fréquemment. Du coup, il peut y avoir un décalage entre ce qui est disponible, notre expérience, la manière dont on se sent dans l'expérience. Et plutôt que le considérer comme des problématiques, je voudrais qu'on les considère plutôt comme quelque chose de plus utile. Ce sont des facteurs de stress, mais peuvent aussi avoir cette utilité de régulateur d'énergie. Ils sont pas figés, c'est pas tout ou rien, mais ils sont plutôt adaptables. Et c'est là où on peut avoir une certaine marge de manœuvre de manière individuelle, mais aussi en relation avec les autres et au fil du temps. Ils sont pas figés, on peut les moduler. Et là, on peut réfléchir à la première, c'est la charge du travail. C'est un peu la plus évidente. Qu'est-ce que le travail nous demande? Et c'est voilà l'équilibre entre les exigences qui vous sont posées, votre capacité réelle à y répondre selon plusieurs facteurs, évidemment. Et des fois, la charge de travail est élevée et ça ne pose pas de problème. D'autres fois, c'est différent. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, euh, le changement s'opère quand, par exemple, le volume de travail augmente constamment, les priorités changent sans cesse. Du coup, il y a aussi un manque de clarté à ce niveau-là, ou quand tout semble constamment urgent. Quand on parle de contrôle, c'est plutôt se questionner dans quelle mesure est-ce que j'ai un mot à dire? Est-ce que j'ai de l'impact? Est-ce que j'ai en marge de manœuvre? Du coup, il s'agit de l'autonomie. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on reçoit, on confie des tâches?
Est-ce qu'on peut travailler de manière autonome? Est-ce qu'on a l'impression de devoir toujours réagir, s'adapter, être dirigé par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre? Et là, un déséquilibre peut se traduire par des changements constants, sans droit de regard, micromanagement, microgestion de la part de notre responsable du management, et on manque de clarté sur ce que tu peux réellement exercer en tant qu'influenceur lors de ton travail. Ensuite, il y a la récompense. Est-ce que ça vaut la peine, ce que je fais? Il ne s'agit pas seulement de la récompense et du salaire financier, mais ça peut aussi être en lien avec l'estime vis-à-vis de nous-mêmes, la confiance qui nous est confiée, et le sens qu'on donne à notre travail, l'intérêt aussi. Et du coup, ça peut aussi être en lien avec un sentiment plutôt intérieur. Est-ce que les efforts que je fournis sont remarqués? Est-ce que ça amène à quelque chose? Est-ce qu'il y a un lien avec ce que je fais et les résultats qu'on accomplit? Et un sentiment de désorientation peut se traduire ainsi: faire beaucoup d'efforts sans en retirer de reconnaissance, ou le sentiment que sa propre contribution n'est pas prise en compte, ou même au niveau personnel, de ne pas trouver du sens dans ce que je fais. Ça m'amène pas forcément du sens. Ensuite, il y a la communauté. Est-ce que je fais ça toute seule? Ici, il s'agit ici de solidarité, de soutien mutuel. Est-ce que j'ai le sentiment que quelqu'un est là pour moi, qui me soutient, qui est une source de soutien? Est-ce que j'ai l'impression de devoir tout faire seul? Est-ce que ça a du sens, ça aussi? Et là, le sentiment de dériver peut se traduire par isolation, même au sein d'une équipe très occupée, moins de collaboration, le sentiment de ne pas oser demander de l'aide. Et là, rappelons-nous que nous sommes des êtres sociaux. Le lien et le soutien social est vraiment un facteur, une dimension qui favorise notre bien-être. Équité, est-ce que l'environnement de travail dans lequel je travaille est cohérent? Est-ce qu'il y a une cohérence? Il ne s'agit pas ici de la confiance dans le système, genre il s'agit ici de la confiance dans le système. Est-ce que les décisions sont prises de manière transparente? Est-ce que les personnes sont traitées de manière équitable et de manière uniforme? Et les écarts, du coup, peuvent se traduire par prise de décision floue ou incohérente, une impression de favoritisme, ou des règles qui semblent changer selon la situation. Et ça, c'est tout à fait normal que ça nous impacte. Valeur, est-ce que cela compte encore pour moi? Il s'agit ici de l'adéquation entre ce qui est important pour soi et ce qui est exigé par notre responsable, l'employeur, notre travail au quotidien. Est-ce qu'on trouve du sens? Est-ce qu'on est fier par rapport à ce qu'on fait au quotidien? Et là, on peut avoir l'impression de s'éloigner de ses propres valeurs lorsque on effectue un travail qui semble déconnecté de ce qui est important pour nous, ça fait pas du sens, ou le sentiment de ne pas pouvoir exercer notre travail comme on le juge bon, genre comme on le juge de manière adéquate pour nos propres valeurs. Du coup, là, ça peut créer un décalage. Et l'idée, du coup, clé, c'est que le burn-out est rarement causé par un seul de ces facteurs. C'est souvent l'accumulation de petits décalages dans plusieurs domaines au fil du temps. Et dans des environnements en constante évolution, ce décalage se produit souvent involontairement. On n'a pas forcément conscience de ça. Les exigences augmentent, les rôles évoluent, les priorités changent. Et si nous ne surveillons pas activement ces domaines, nous pouvons lentement perdre l'équilibre, et ça peut nous impacter vraiment au niveau de notre engagement et bien-être au travail. Du coup, voilà, nous avons passé en revue ces 6 domaines, et je vous invite à nouveau à faire un petit exercice, une petite pause. Vous n'avez pas rien à noter, vous n'avez rien à noter, pas de pression, rien à faire, mais prenez simplement un instant pour examiner ces 6 domaines. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Charge de travail, contrôle, récompense, communauté, équité, valeur. Et demandez-vous d'abord lequel de ces domaines me pèse le plus en ce moment. Où ressentez-vous la plus grande tension? Remarquez peut-être ce que ça vous fait de penser et de réfléchir à ça. Où c'est la plus grande source?
la plus grande forte perte d'énergie. Et là, on va de l'autre côté, changer maintenant légèrement de perspective. Lequel de ces domaines est actuellement votre point d'ancrage? C'est plutôt de la stabilité, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Quel domaine vous soutient? Quel domaine vous donne de l'énergie? Ou vous aide un peu à garder cet ancrage, cette point par terre? Et c'est important aussi de donner de la place à ça, de reconnaître qu'il y a des choses qui nous amènent à ce sentiment d'ancrage. Pourquoi est-ce que je fais cet exercice? Et c'est d'ailleurs un exercice que vous pouvez faire quand vous le souhaitez. C'est parce que la prise des consciences peut marquer le début du changement. C'est vraiment une ressource. Prendre le temps de faire ces petits exercices au quotidien. Le burn-out n'est pas une rupture brutale, mais c'est plutôt un glissement progressif dans plusieurs domaines. Et plutôt que de tout bouleverser, souvent la solution réside plutôt dans l'ajustement ciblé de quelques leviers prioritaires. Pas tout faire, mais faire petit à petit. Et, euh, et voilà. Et là, je vais passer doucement si une autre section. Là, on a plutôt examiné l'environnement. L'environnement n'explique pas tout. Le burn-out naît de l'interaction entre les pressions extérieures et aussi nos réactions intérieures. Et du coup, on va explorer plutôt ce facteur humain maintenant. Et l'objectif n'est ni de culpabiliser ni de réparer, entre guillemets, mais c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut agir avec soi-même. C'est pas contre soi, c'est pas contre soi-même, c'est vraiment avec soi-même. Et lorsque nous parlons de tendances personnelles, les gens utilisent souvent des termes très chargés. Perfectionniste, incapable à se déconnecter, vouloir tout faire. Et ces termes peuvent rapidement être perçus comme des critiques plutôt comme des jugements. Et c'est pour ça que j'aimerais plutôt réformuler tout ça. Ces mêmes qualités qui te rend compétent, qui nous rend compétentes, fiables, performantes, peuvent, sous pression, sous une pression constante, comme c'est le cas pour des situations de burn-out, commencer à se tourner contre nous, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont surexploitées dans un environnement qui ne laisse aucune place à la récupération. Du coup, elles peuvent prendre une autre facette. Par exemple, des normes élevées et l'excellence, c'est ce qui stimule normalement la qualité, la croissance et la performance. Mais sous la pression, le revers de la médaille peut se manifester, par exemple, par une peur constante de faire des erreurs, des difficultés à lâcher prise, le sentiment que assez bien n'est jamais suffisant. Et cela, voilà, peut maintenir ton système dans un état de tension permanente. Un grand engagement et on sens aigu des responsabilités, on y tient, on est fier de notre travail, on veut que tout se passe bien. Mais voilà, là, la reverse de de la médaille peut se présenter comme assumer plus de ce qu'on est censé assumer, le sentiment que tout dépend de nous. Pourquoi avoir ce sens de responsabilité où voilà, on doit tout gérer et avoir du mal à prendre du recul, même quand c'est nécessaire. Et, euh, et voilà, là, ça a un impact sur le long terme. Et être un joueur d'équipe, être là pour l'équipe, nos collègues, c'est souvent, voilà, on soutient, on travaille ensemble, on a l'air qu'on dit le faut. Mais la reverse de la médaille peut aussi être bah, avoir du mal à dire non, subir de la pression des autres ou systématiquement réguler ses propres besoins au second plan. Et, euh, et voilà, là aussi, ça peut avoir un impact sur comment on se sent. Et, euh, et le point essentiel, du coup, c'est que remarquer que quelque chose ne va plus, n'est plus gérable, et reconnaître pourquoi on parle aussi de ce que l'expérience fait sur nous-mêmes. C'est parce que on peut ensuite avoir un peu plus de marge de manœuvre. Reconnaître ici, c'est l'environnement qui me met au défi, et voilà comment je réagis généralement quand ça arrive. Et à partir de là, nous pouvons commencer à faire des petits ajustements quotients pour dans l'idéal aussi être alignés à nos propres valeurs, mais en nous protégeant aussi en même temps. Euh, et du coup, là, nous approchons la dernière partie de cette journée. Nous allons réunir ces deux points de vue. L'environnement comme
régulateur, et la réaction humaine, que c'est plutôt les schémas. Et lorsque nous comprenons l'interaction entre les deux, nous gagnons quelque chose d'incroyablement utile. C'est vraiment le fait d'avoir plus de pouvoir sur la situation, la liberté aussi de choix et se déplacer. Du coup, voilà. Là, la question suivante, c'est en tenant compte de ces deux facteurs, qu'est-ce que je peux faire éventuellement de manière différente? Euh, alors. Et là, du coup, on considère l'aspect plutôt humain. Et là, c'est vraiment partir d'une image très simple. On a parlé plutôt de quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que je me sens dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Il ne s'agit pas ici de tout réparer du jour au lendemain. Il ne s'agit pas non plus de s'imposer encore plus de charges. C'est pas ça l'objectif. C'est plutôt d'apporter des petits ajustements ciblés qui peuvent aider à rétablir un certain équilibre au fil du temps. Euh, et du coup, voilà, on va plutôt passer en revue des outils pratiques euh, pour éventuellement réagir de manière différente. Et là, c'est important aussi de dire, pour faire cela, évidemment, on doit aussi être on doit être en mesure de le faire. Du coup, c'est aussi dans ce sens-là que je ne veux pas amener la pression, qu'on donnait peut-être déjà dans une phase de burn-out chronique. Ça peut être difficile de remarquer, de noter ces choses. Du coup, prenez-la plutôt comme des pistes de réflexion et voir si ça fait du sens pour nous. Mais en tout cas, c'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose de possible. Et là, on commence plutôt en prenant la dimension de la charge du travail. Quand la charge du travail n'est pas équilibrée, c'est là, voilà, se traduit par des sentiments et des états d'esprit différents. Il y a une série de signes qu'on peut remarquer. Au niveau physique, la fatigue, la tension, la sensation d'être surexcité mais en même temps fatigué. Au niveau cognitif, la difficulté à se concentrer, à avoir peut-être des oublis, sensation d'être distrait. Et sur le plan émotionnel, sentiment d'être dépassé, sentiment d'irritabilité, voire apathie. Et intérieurement, normalement, ce qu'on ressent, ce qu'on peut verbaliser ou le raisonnement derrière peut être, ça ne peut pas continuer comme ça. Et là, ce qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain, hein, c'est quand nous avons trop de travail, nous essayons souvent de forcer et de travailler encore plus dur. Et là, ça peut être contre-productif, enfin. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que biologiquement, c'est inefficace. Quand on est débordé, quand notre cerveau ne peut plus réfléchir calmement, comme par exemple organiser, décider, donner des priorités ou définir des priorités, il passe plutôt en mode de survie et se contente plutôt de réagir face au stress. Et du coup, là, une possible réflexion, peut-être en imaginant une éventuelle possible solution, au lieu de vouloir faire plus, c'est vraiment se légitimer à se calmer, s'arrêter, retrouver son équilibre pour que le cerveau fonctionne à nouveau normalement. Une fois la calme, c'est possible éventuellement de visualiser et de choisir la meilleure stratégie pour avancer. Et là, on va vous donner quelques pistes. Ça peut paraître trop simple, mais je vous assure que c'est vraiment des petits exercices qu'on peut mettre en place au quotidien et qui ont de la valeur. Première étape, c'est réguler le système. Avant de résoudre le problème, on doit stabiliser notre système. Et un outil très simple, mais fondé sur des preuves issues là, on va plutôt faire référence plutôt à la thérapie cognitivo-comportementale. Et là, c'est spécifiquement dialectique. C'est vraiment de se légitimer à se stopper. Interrompez ce que vous êtes en train de faire, même si c'est que pour 30 secondes, mais on a la légitimité de s'interrompre. Respirez profondément et observez. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment? À quel point, où est-ce que c'est la pression que je ressens? Et, euh, et c'est en ayant fait cet exercice de conscience active qu'ensuite on peut choisir de consciemment euh, continuer par la suite. Cela aide à réguler notre système nerveux et à réactiver le cortex préfrontal, ce qui est indispensable pour penser clairement et prendre des décisions. On ne doit pas rester dans la situation de stress où il y a une forte pression totale. On peut aussi la laisser faire quelque chose d'autre et y revenir quand on a un état d'esprit où c'était possible de se calmer. Étape 2.
réduire le stress. Et quand on est plus calme, on peut tourner, c'est plus facile de tourner vers la clarté. Et au lieu de tout considérer d'un seul coup, on peut restreindre notre champ d'attention, notre champ de vision. Et on peut se poser des questions très claires. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut de manière réaliste attendre? Et qu'est-ce qui peut être délégué ou simplifié? Et là, on peut choisir certaines priorités et on ne doit pas tout faire. On peut décomposer les prochaines étapes et on peut dire, par exemple, je pourrais rédiger le premier paragraphe au lieu de terminer le rapport. Paraît peut-être trop simple, mais ça change au niveau cognitif parce qu'on est face à des attentes qui sont plus calibrées, sont adaptées au moment dans lequel on est et au moment et surtout aux ressources qu'on a à disposition à ces moments-là. Et troisième étape, c'est plutôt défendre clairement ses propres limites. Et si le déséquilibre entre la charge de travail et les capacités persiste, les stratégies internes ne suffisent pas à elles seules. Et dans ce cas-là, on peut imaginer, on peut adapter plutôt le système de l'extérieur. Au lieu de se dire je suis dépassé, nous pouvons reformuler cela de manière plus axée, plus concrète et plus axée sur des solutions. Euh, Par exemple, on peut structurer de manière plus simple la situation dans laquelle on est. Je suis dépassé, on peut le traduire par je gère actuellement le projet A et le projet B en même temps. Exposer les conséquences, du coup, ce chevauchement compromet le délai fixé à vendredi et proposer, imaginez, donnez-vous, légitimez-vous de proposer des solutions qui soient soutenables pour vous. Je propose de suspendre le projet B jusqu'à lundi afin que je puisse mener à bien le projet A, par exemple. Du coup, trouver des compromis qui soient possibles pour vous. Et, euh, et voilà. Et là, c'est un peu dans l'idée et dans la logique de sortir un peu de ce cercle vicieux de stress où la pression accrue baisse notre bien-être et il y a une accumulation de retard parce qu'on n'est pas en mesure de travailler. Adopter une approche plutôt où on se légitime plutôt à se stopper, à se calmer pour se reculer, pour clarifier, et ensuite communiquer, mais communiquer aussi à nous-mêmes, pas seulement à notre entourage. Et là, voilà, on peut identifier un certain automatisme, on peut observer aussi certains de nos automatismes. Lorsque la charge augmente, quelle étape avez-vous tendance à sauter? Quand on est plutôt dans la panique, est-ce qu'on réagit du coup sous le coup de l'émotion? Est-ce qu'on veut faire tout en même temps? Est-ce que quand on est plutôt dans le silence, on veut peut-être éviter de discuter de priorités? Et voilà. Et là, c'est vraiment se légitimer à revenir à l'essentiel et, euh, et à moduler ce qui est possible pour vous ou pas. Et là, ça peut être, voilà, une prise de conscience et un point de départ pour ensuite changer le rythme au travail. Et là, vraiment considérer l'adaptation à notre charge de travail, pas comme un signe de faiblesse ou un manque de compétences, mais vraiment comme une compétence clé pour rester et pour travailler dans un environnement de travail qui est soutenable au fil du temps. Là, on parle plutôt, quand on parlait justement du sentiment d'aliénation, on va plutôt réfléchir autour de la dimension des valeurs et de la communauté. Lorsque nous perdons le lien avec les personnes qui nous entourent, le sens de nos actions, quelque chose commence à changer en interne. Et là encore, cela ne se manifeste pas par une émotion, c'est plutôt plusieurs signes, un ensemble des signaux. Au niveau émotionnel, ça peut être le détachement, la frustration, l'irritabilité, l'indifférence. Au niveau cognitif, pensée négative accrue, perte de perspective, à quoi ça sert au fond? On peut se poser cette question. Et au niveau du comportement, comme quelqu'un l'avait aussi mentionné au début de la présentation, plutôt rempli sur soi-même, ne faire que le strict nécessaire, éviter toute interaction. Et, euh, et là, c'est vraiment normalement le discours interne, vraiment de se dire, je n'ai tout simplement plus l'énergie de m'en occuper. Et c'est vraiment important que le cynisme ne signifie pas qu'on devient quelqu'un de mauvais, de asocial, ou mauvais collaborateur, un mauvais collègue.
c'est plutôt notre cerveau qui essaye de te protéger en fait contre un nouvel épuisement au niveau émotionnel. Quand s'occuper de quelque chose a coûté trop d'énergie pendant trop longtemps, la distance devient un moyen d'économiser l'énergie. Et le défi est le suivant. Le cynisme peut créer ensuite une vision qui est déformée de la réalité et peut amplifier le négatif et vous couper de ce que vous aiderait réellement à trouver de l'énergie. Et là encore, l'objectif n'est pas de forcer la positivité, c'est plutôt de récalibrer délicatement votre interaction et aller vers des gens qui vous font sentir en sécurité pour retrouver un peu cette sécurité dans le lien. Et là, voilà, il y a plusieurs exemples, mais on peut se poser la question, vérifier un peu notre point de vue. Est-ce que ce que je remarque, ça vient plutôt de mon état d'esprit, de mon situation actuelle de sentiment de détachement, ou est-ce que je peux retrouver peut-être des valeurs plus concrètes qui pourraient rétablir cette sécurité, me rassurer? Euh, voilà. Et du coup, analyser un peu la situation. Par exemple, on peut dire, personne ici me soutient et on peut remplacer. Le soutien semble limité, effectivement, mais est-ce qu'il y a une personne à qui je pourrais m'adresser? Et, euh, et là, c'est plutôt pour donner aussi de la place à des scénarios euh, où on peut être rassuré. Il n'y a pas seulement du négatif. Et ensuite, il y a aussi le fait de renouer avec le sens. Quand le sens est perdu, nous n'attendons pas que la motivation revienne. Nous créons consciemment on peut créer consciemment des petits moments de sens. Euh, et là, peut-être se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans la manière dont je me présente aux autres, même dans cet environnement. Et là, réfléchir autour de vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'il y a moyen de donner de la place à ce qui fait du sens pour vous? Et là, par exemple, si le soutien est important pour soi, discuter brièvement avec une collègue, donner de la place à ces moments de qualité. Si la croissance est importante pour soi, est-ce qu'il y a moyen d'apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a moyen de laisser de la place à un échange enrichissant? Et voilà. Et au niveau de la troisième étape, c'est vraiment à nouveau renouer avec les contacts avec les autres, pas avec tout le monde, mais peut-être avec quelqu'un avec qui vous savez que il y aura plutôt un échange de qualité. Personne de confiance. Envoyer un message, passer brièvement dire bonjour, s'asseoir simplement quelques minutes avec quelqu'un, avoir des échanges de qualité. Et là, au final, on est des êtres humains. On a besoin aussi de ces échanges-là, ces échanges-là. Et là, au lieu de se replier sur soi-même, s'isoler, se sentir encore plus mal, passons à plutôt revoir notre point de vue, retrouver un sens dans certains échanges dans notre vie et renouer le contact où c'est possible et surtout où ça nous fait du bien. Et voilà. Et là, on peut se poser les questions. Est-ce que je me replie sur soi-même? Est-ce que je suis devenue plus critique? Comment et pourquoi? Est-ce que j'ai tendance plutôt à me déconnecter? Et, euh, et voilà. Et là, c'est vraiment ne pas s'efforcer à s'intéresser aux autres, mais plutôt c'est sentir à nouveau en sécurité pour s'intéresser aux autres de manière modeste et durable. Et là, je vais un peu aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais voilà, là, c'était plutôt aussi en lien avec la dimension du contrôle et de la récompense. Là aussi, il y a plusieurs signes qu'on peut observer. Au niveau cognitif, sentiment d'être coincé, doute de soi, difficulté à prendre des décisions. Sur le plan émotionnel, c'est frustration, doute de soi ou découragement. Et au niveau du comportement, procrastination, rumination, action purement mécanisme. Et la piège de l'impuissance, que c'est quand vos efforts semblent inutiles, ce n'est pas un manque de talent, mais c'est plutôt un sentiment vraiment d'impuissance. Et sans contrôle sur les résultats, votre élan peut s'arrêter naturellement. Et face à ça, face à ce vide, tout à l'heure quelqu'un va mentionner le vide, le cerveau hésite et attend d'être motivé pour bouger. Et là, on peut se poser la question, est-ce que si la clarté, la confiance et la motivation ne sont pas le point de départ, mais la conséquence de l'action? Et là, ça nous donne un peu plus de pouvoir sur la situation. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Et là, c'était justement avant d'attendre, ne pas attendre forcément une stimuli qui vient de l'extérieur, parce que souvent on peut être dans des systèmes et des structures où c'est pas possible, il y a un certain dysfonction, mettre le focus plutôt sur nous-mêmes et ce qui est possible pour nous de réajuster. Et là, justement, réajuster ses propres attentes, qu'est-ce qui est réaliste dans les conditions actuelles, définir clairement l'objectif, quelle est la prochaine action concrète que j'ai pu accomplir. Et la troisième, c'est plutôt retrouver son propre élan. Euh, Plutôt remettre les attentes à zéro, faire un pas et prendre de l'élan à partir de là. On ne doit pas tout faire. On ne doit pas attendre. On peut voir ce qui peut faire du sens pour nous et selon les ressources qu'on a à disposition. Et là, il s'agit plutôt d'adapter son propre approche pour qu'on puisse avancer en quelque sorte. Et là, voilà. Là, c'était plutôt, on a parlé de l'individu, et là, c'est plutôt l'idée vraiment de se dire, on est des individus, mais on fait partie d'un système. On peut façonner l'environnement ensemble, on peut le faire de manière collective. Et là, c'est important de réfléchir en tant que équipe, en tant que communauté, en tant que culture de l'entreprise. Et là, voilà, c'est juste un peu au niveau de la prévention, ce qui peut être fait aussi au niveau de l'entreprise, pas seulement, ça peut partir de l'individu, mais un individu peut pas faire toute seule, n'est-ce pas? Et le changement, c'est vraiment un changement qui peut être mis en place quand tout le monde ensuite contribue. Et là aussi, c'est plutôt des pistes de réflexion aussi vis-à-vis du management, de qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire au niveau collectif, définir les priorités, un espace où c'est possible, se donner des feedbacks et partir de là, valoriser les performances, que ça soit vraiment systémique, ça puisse faire partie vraiment de la culture d'entreprise, encourager l'autonomie, renforcer la cohésion de l'équipe. Et là, un peu comme conclusion de la présentation, on a plus ou moins réussi à rester dans l'heure. C'est vraiment gardez ces questions à l'esprit. Prenez-le plutôt comme des outils pour réfléchir autour de votre environnement de travail et votre état d'esprit au travail. Et c'est justement se poser ces trois questions. Quelle est la contradiction qui vous préoccupe le plus actuellement? Est-ce que c'est plutôt la charge de travail, le contrôle, la rémunération? Réfléchissez aussi aux 6 dimensions qu'on a traitées aujourd'hui. Quelle stratégie ressource ferait une différence significative? Imaginez s'il y a des possibilités dans la situation dans laquelle vous êtes. Et ça ne doit pas être grand-chose, hein. Ça peut aussi être une conversation avec une collègue. Et qu'est-ce qui relève de votre contrôle, de votre sphère d'influence ou de votre conscience? Du coup, avoir conscience aussi du système dans lequel on est, pour ensuite aussi, des fois, prendre une certaine distance. Et voilà, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment, on ne doit pas tout changer pour pouvoir ensuite observer et vivre un changement significatif. On doit passer par des petits changements. Et c'est justement ça aussi le message d'aujourd'hui. On peut faire la différence même avec des petits gestes et surtout s'écouter. Euh, Donner de la place aussi à ce qui fait du sens pour vous, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui compte pour vous parce que c'est aussi là la clé pour ensuite réfléchir à une manière de travailler plus durable. Parce qu'au final, c'est vous qui va au travail tous les jours, c'est vous que vous devez faire face au travail au quotidien. Et du coup, c'est important de donner de la place aussi à vos valeurs et ce qui fait du sens pour vous. Sinon, là, on est ensuite dans une situation de décalage. On fait partie de l'environnement dans lequel on est. Et voilà. Ça, c'est la conclusion d'aujourd'hui et j'espère, voilà, que vous répartiez un peu avec des pistes, des réflexions. Et si jamais, en tant que service, nous restons toujours disponibles avec, voilà, notre équipe de psychologues pour discuter peut-être de votre situation de manière un peu plus spécifique et personnelle par rapport vraiment à vos situations individuelles. On reste disponible. Parfait. Donc, un grand merci, Isabella, pour nous avoir guidés dans cette présentation très, très intéressante. Donc, je vois
compte tenu des réactions, que je ne suis pas le seul de cet avis. Ça s'est très bien passé. Deux petites précisions. Donc, vous voyez le QR code sur votre écran pour remplir un petit un feedback. Vous serons très reconnaissants de le faire. Ça nous aide beaucoup pour encore améliorer ces sessions. Je vous prie de bien vouloir prendre en considération de noter le numéro AME 24 822 que vous voyez ici dessous. Deuxième information est que d'ici quelques jours, le vidéo de cette session sera disponible sur notre channel YouTube où vous allez recevoir le lien où vous pourrez accéder à cette vidéo. Elle sera disponible environ 2, 3 semaines. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin. Comme Isabella vous a dit à la fin, nous vous invitons si vous souhaitez, si vous avez des soucis de burn-out ou si vous souhaitez en parler, nous avons notre équipe de psychologues qui est là pour vous, pour vous aider, pour vous soutenir. Donc voilà, merci beaucoup encore Isabella pour la Merci à vous. présentation. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation et l'intérêt que vous avez porté à notre session aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter bientôt, j'espère, un bon appétit et une bonne fin de journée. Au revoir.